Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sur le terrain de Jumpstart Studio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège d'accueillir deux personnes avec lesquelles on collabore au quotidien de manière très très régulière depuis maintenant 3 années. Enfin, c'était pas vous deux depuis 3 années, mais en tout cas on collabore avec la LNH, donc la Ligue nationale de handball, depuis 3 saisons maintenant. Je suis Jordan, le fondateur de Jumpstart Studio. On est une agence de création de contenu et de gestion de réseaux sociaux pour les acteurs du sport et du divertissement principalement. Et je l'ai dit, je suis accompagné du coup de Mathis, Brand Content Manager au sein de la Ligue nationale de handball, et Pierre, responsable commercial c'est ça. au sein de la LNH. Qui veut commencer par sa présentation Mathis peut-être à ma droite. Ok, let's go. Vas-y. Donc moi c'est Mathis, Brand Content Manager comme tu l'as dit à la Ligue depuis septembre. Ça fait pas très très longtemps que je suis là. Avant j'étais dans une agence de communication qui s'appelait La Fourmi où j'ai fait mes armes avant de venir ici. Mm-hmm. Et je suis passionné de hand. J'en ai fait pendant 17 ans. J'en fais plus maintenant. Mais quand j'ai vu l'offre directement de la LNH, ça a un peu fait un déclic logique pour moi. C'était un peu la suite logique de mon parcours. Donc voilà. Tu joues quel poste au hand ? Demi-centre. Avant ça, tu as fait quelles études du coup pour avoir ces expériences ? C'est quoi ton pédigré ? J'ai un background assez particulier. J'ai commencé par une année de fac de sport, de STAPS, option kiné. Après, j'ai fait 4 ans de fac de langue. Ok. Et après, j'ai fait 2 ans d'école de com. Ok. Avant de... T'aimais bien les études, quoi. J'aimais bien T'as voulu que ça dure longtemps. C'est ça. Et après, t'as été tout de suite au sein de l'agence ou... Ouais, direct au sein de l'agence, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. Ok. Et après, ils m'ont pris en CDI. Et après, je suis venu ici. Trop bien. Bah, bienvenue au sein du podcast. Merci. À ton tour, Pierre. Salut Jordan déjà. Merci d'avoir organisé ce podcast. Bah, avec plaisir. Donc moi, Pierre Dachicourt, je suis originaire à la base du nord de la France et maintenant à Paris depuis 7 ans. Principalement pour le taf à la base. Et puis finalement, on s'y plaît plutôt bien. Moi, je viens de l'univers du sport, mais pas du hand. À la base, je suis un tennisman. D'accord. Un peu comme toi, je crois. C'est ça. Et donc, dans mes plus jeunes années, plutôt un intérêt pour une carrière de haut niveau dans le tennis. Et puis après, je me suis dirigé assez naturellement vers les métiers du sport pour avoir un job passion. Ouais. Donc, dans mes années précédentes, j'ai commencé d'abord chez un équipementier qui s'appelait Hungaria Sport, qui revenait un petit peu sur le devant de la scène. On est là en 2015-2016. Et par la suite, j'ai travaillé 4 années en start-up dans le sport toujours, 2 fois 2 ans. D'abord chez ex-Icotis qui est devenu Joinly par la suite. Ok. Et plus dernièrement chez Sport Heroes, donc qui avait des applications mobiles pour pousser à la pratique du sport. Voilà, toujours sur des postes à la base de gestion de projet. Et puis ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans que je me suis dirigé vers plutôt l'aspect commercial qui me correspond, je pense. Tu viens pas de davantage. Commercial, du coup, de base, tu n'es pas... À la base, non, c'est plutôt un métier que j'ai découvert chez Sport Heroes. Ok. Après avoir fait plusieurs gestions de projets sur des campagnes médias. J'avais une appétence pour le business qui était toujours, je pense, au fond de moi, mais voilà, je m'étais jamais forcément lancé ou dit que je pouvais travailler dans ce milieu. Et puis finalement, j'adore ça, donc voilà. Et puis arrivé à la LNH depuis septembre 2022, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Et donc je suis en charge de la partie commerciale et sponsoring pour le compte de la Ligue. Tu es devenu passionné de hand ou au moins suiveur de handball ou... Je vais peut-être en décevoir certains. Je suis davantage obligé aussi par le métier. Je ne vais pas dire que je suis passionné non plus. D'accord. Faut être honnête. Le tennis reste un sport de prédilection pour moi, en tout cas en termes de suivi de l'actualité. Mais j'ai découvert dans le hand, en tout cas, des valeurs qui m'avaient été vendues au moment des entretiens d'embauche et dont on a toujours parlé, que j'ai pu suivre aussi quand j'étais jeune en regardant les équipes de France. Et c'est un sport qui m'a toujours inspiré, en tout cas quelque chose de positif et une bonne vision. Et puis en fait, on m'a pas menti sur le produit parce que c'est vrai qu'on s'y retrouve en termes d'ambiance, de valeur. Tu vas dans une arena, ça respire. C'est pas le foot, quoi. Ouais, ça respire le dynamisme et la joie de vivre. Donc
non, très bien. Pas de regret sur mon choix. Et alors, les gars, votre quotidien, qu'est-ce que ça fait un brand content manager au sein de la LNH et qu'est-ce que ça fait un responsable commercial au sein de la LNH? C'est quoi vos missions? Ça fait plein de choses. Hein. Il faut être polyvalent parce que c'est une petite équipe. Donc, C'est ça. On n'est pas bien nombreux à la Ligue. Et encore, notre service, ça reste celui qui est le plus gros de la Ligue. Mais un brand content manager, ça va aller parler avec des agences, parler avec des prestats, parler avec les clubs, essayer de trouver des nouvelles sortes de contenus, continuer à faire les contenus qui existent déjà. Nous, on se voit une fois par semaine et on se parle assez régulièrement sur tout ce qui est réseaux sociaux. Oui. Et en plus des réseaux sociaux, on a une plateforme qui s'appelle Handball TV que je gère éditorialement également. D'accord. On a tous les contenus qui vivent sur cette plateforme. C'est la plateforme de tous les handballs. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est principalement des discussions avec plein de personnes différentes pour créer du contenu. On revoit aussi le branding en ce moment. On peut parler aussi d'identité sonore, de plein de choses, de tous les contenus qui peuvent émaner de la Ligue. Finalement, c'est beaucoup de gestion de projet et de coordination dans ton rôle. Voilà, tu es un peu le chef d'orchestre de toutes les personnes qui vont actionner ensuite. C'est ça. Et depuis que je suis à la Ligue, je me suis découvert une petite casquette de créa aussi. D'accord. Il y a des créas, vu qu'on est une petite équipe aussi, on met un peu les moins dans le cambouis. Donc je me retrouve à faire des créas et j'aime bien ça. J'ai l'impression que je me débrouille de mieux en mieux. C'était pas forcément le cas au début, ça prend un peu de temps, mais c'est ça qui est intéressant aussi quand on est dans une petite équipe comme ça, c'est qu'on fait plein de choses différentes. Vous faites de l'événementiel aussi, pas mal. Quand sur les événements organisés par la Ligue, faut mettre la main à la pâte, quoi. C'est ça, tout le monde met la main à la pâte sur les événements. Moi, j'en ai pas vécu encore en étant au sein de la Ligue. Oui. J'étais venu avant, c'est vrai. avant de rentrer officiellement à la Ligue. J'ai été logé à la même enseigne. C'est vrai. Pour venir découvrir un peu le produit, t'es obligé. Mais c'est sympa en même temps. Ouais, c'est bien. C'est sympa de faire des choses comme ça. J'étais venu au Trophée des Champions et au Trophée LNH d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le lendemain d'avoir découvert que j'étais pris pour le poste, j'étais déjà au Trophée LNH en mai. Je me souviens, ouais. Pour découvrir un peu tout le monde. Et dans tes missions, je suppose que tu travailles aussi avec Pierre sur la partie commerciale pour imaginer des packages adaptés par rapport à toi, les prestats que tu gères ou les missions que tu fais, quoi, finalement. C'est ça. On est en discussion permanente. On est à côté au bureau, d'ailleurs. Et on imagine un peu ensemble ce qui est possible de vendre, ce qui est possible de faire, soit des contenus qui sont déjà existants qu'on peut vendre, soit imaginer d'autres contenus qui pourraient nous venir en tête et qui pourraient être présentés par des marques ou quoi. Et on est souvent en discussion sur ça au quotidien pratiquement. On en reparlera de toute façon un petit peu plus tard de cette partie monétisation. Toi, sur la partie commerciale, Pierre, je suppose que c'est beaucoup de prospection, beaucoup de gestion aussi de la relation avec les sponsors, les partenaires, beaucoup d'histoires peut-être d'invitation, d'hospitalité, de choses comme ça. Ouais, je vais m'arrêter là pour la réponse. J'allais te proposer une réponse en deux parties. C'est vrai que j'ai toujours pour habitude de dire que mon poste se scinde en deux grosses parties. La première, c'est la gestion du portefeuille de partenaires de la Ligue. Aujourd'hui, on en a 7. Et il faut forcément s'en occuper, même si j'ai la chance d'avoir Louis avec moi, qui est notre chef de projet et qui est au contact des partenaires au quotidien, notamment pour délivrer les partenariats, les activations. S'assurer que la visibilité est bien offerte, etc. Ouais. Donc là, on forme plutôt un binôme sur ce côté-là, je ne suis pas tout seul. Et puis la deuxième partie de mon poste, qui est évidemment d'aller chercher des nouvelles sources de revenus pour le compte de la Ligue et de ses clubs, puisqu'on on représente aussi 32 clubs au passage. Hein. Nous, on ne l'a pas dit, la LNH est la Ligue nationale de handball et c'est le gestionnaire des 2 championnats professionnels masculins en France, la Ligue Kimoli Star League et la Pro League. C'est ça. Avec chacun 16 clubs. Exact. Ouais, tout à fait. J'ai bien révisé. Hein. Ouais, t'as tes chiffres bien en tête. Bon, depuis 3 ans quand même, ça aurait été dramatique si...
Et pour poursuivre, cette mission d'aller chercher de nouvelles sources de revenus, elle s'articule sur différents points. Évidemment, il y a de la prospection pure et dure, froide. Il y a de la relation aussi qu'on se doit d'entretenir avec les agences et les régies qui peuvent travailler éventuellement en collaboration avec nous pour nous présenter des nouveaux prospects. J'ai également, et ça va nous intéresser particulièrement à mon arrivée, j'avais dans mes objectifs aussi de créer une régie digitale. Avec tout le travail accompli par Jumpstart et notre précédent community manager, on avait des communautés qui grandissaient de plus en plus, beaucoup de contenu aussi. Et en fait, j'avais expérimenté cette partie dans mon précédent job. J'ai construit aussi cette première plaquette et cette première offre digitale avec la constitution de packages qu'on commercialise aussi aujourd'hui. Avec succès, puisqu'il y a eu des premières ventes, en tout cas, ça n'était jamais arrivé avant, me semble-t-il. Tu veux flatter mon ego ? Non, mais il y a des premiers packages. Nous, je sais qu'on doit faire 6 actions par journée pour Weber, une filiale du groupe Saint-Gobain. Il y a Amos avec le joueur du mois. Il y a quand même des choses que tu as réussi à accomplir malgré tout. C'est gentil. Après, c'est un travail d'équipe. S'il n'y avait pas de contenu et une équipe market pour qu'on publie et qu'on continue à promouvoir notre discipline, forcément, il y aurait rien à vendre. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un bon point. C'est une bonne progression. Au-delà même de les commercialiser et de proposer à des marques de prendre la parole en direct, ça permet aussi de venir intégrer ça à des packages sponsoring. Donc c'est un produit supplémentaire qu'on va pouvoir ajouter, et quand on connaît aujourd'hui la force des réseaux sociaux et tout l'intérêt que les marques peuvent avoir, on se devait aussi de proposer ces séries de contenus en plus de visibilité qu'on peut proposer sur les terrains, dans les salles, en télévision. Tout ça ensuite participe à créer une offre complète et 360. Donc, Tu parlais de la force et de l'importance des réseaux sociaux. Je me tourne vers toi, Mathis. Aujourd'hui, quelle est l'importance des réseaux sociaux dans la stratégie de développement de la Ligue ? Je suppose que ça a une place de plus en plus importante. Évidemment, ouais. Que ce soit pour la Ligue ou pour... de manière générale, pour la société de manière générale, on va dire. Tu as de plus en plus de monde qui est sur les réseaux, si ce n'est pas tout le monde en dessous de 50 ans. Ça prend de plus en plus de place. Et c'est de plus en plus important d'y être. Et en plus d'y être, il faut y être de la bonne manière. Tous les réseaux ne fonctionnent pas de la même manière. Tu ne dois pas communiquer de la même manière sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok. Donc c'est très important. Et ça te permet d'avoir une image. Tu développes ton image de manière beaucoup plus exponentielle. Quand tu es sur les réseaux, tu vas aller parler directement à tes abonnés. L'idée, c'est un peu d'humaniser les prises de parole qu'on peut avoir sur les réseaux pour justement se rapprocher le plus possible des gens qui nous suivent et des gens qui font vivre le handball. C'est pas nous, à proprement parler, qui faisons vivre le handball, c'est les gens qui le suivent, c'est les gens qui vont aller voir les matchs ou sur place, ou qui vont aller qui regardent sur beIN Sport ou sur Handball TV les matchs. Notre but à nous, c'est de venir faire la promotion de ça sur les réseaux. Du mieux qu'on peut, sans être trop terre à terre. Notre but, c'est aussi d'un peu de sortir du lot quand on crée des contenus. Alors évidemment, on va utiliser au maximum des images de match parce que c'est ça qui fait vendre, mais c'est pas la seule chose qu'on utilise quand on communique sur le handball. On essaye un peu de sortir des sentiers battus et de s'inspirer des meilleurs aussi. Quand on regarde les contenus que sort la NBA, c'est des choses qui font un peu rêver. Et vers quoi on se tourne sans essayer de copier, parce que c'est pas notre ADN non plus d'aller copier des trucs qui marchent, mais c'est un peu un entre-deux entre aller innover, aller trouver tes propres contenus et aller suivre les trends, parce que les trends sont très importantes aussi sur les réseaux. C'est vrai que nous, la chance qu'on a, puisqu'on est au quotidien finalement à gérer les réseaux sociaux de la LNH, nous, de Jumpstart Studio, c'est que grâce à la diffusion télé, malgré tout, on a une quantité d'infos et de contenu finalement à disposition qui est quasiment illimitée. Mais parfois, peut-être ce qui
peut manquer, et là où on essaye aussi de travailler ensemble, c'est d'essayer de créer un peu plus de contenu propriétaire que l'on ne trouve pas en fait ailleurs à la télé ou dans d'autres endroits, qui serait uniquement vraiment spécialisé pour les réseaux sociaux. Mais après, comme vous l'avez dit, il y a 32 clubs, ils sont aux quatre coins de la France, faut pouvoir mettre ça en place. Aujourd'hui, c'est vrai que le seul moment où on est rassemblés tous, j'ai l'impression que c'est le Media Day en fait, et les joueurs, ils ont un emploi du temps, et c'est que les capitaines, ils ont un emploi du temps qui est timé à la minute près. Ouais, à la seconde Donc près, derrière, il faut trouver un bon équilibre, une bonne collaboration pour réussir à aller dans cette direction-là. Et pour moi, ça rejoint aussi ton travail. C'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de contenus, en fait, beaucoup les influenceurs finalement qui font ça, c'est des contenus spécifiques en fait, qui sont vendus à des marques, et c'est finalement un peu les marques qui financent entre guillemets cette création de contenu-là aussi. Ouais, tout à fait. Je pense que tout ça, faut que ça reste le plus naturel possible et le moins scénarisé pour que ça ait de l'impact. Donc, j'ai envie de dire, et c'est pas du tout mon métier, c'est plutôt le vôtre, mais j'ai un peu de doute, j'émets des doutes sur l'influence en tant que telle et la présentation de produits en story Instagram pour pousser une crème ou machin à terme, en tout cas. C'est de la mauvaise influence. Ouais, Voilà. c'est pas très bon. Ouais. T'en as des bonnes après. Ouais, bien sûr. Je pense que ça risque de s'essouffler à un moment donné. Par contre, y a rien de mieux, en tout cas, qu'un sportif qui va utiliser un produit qui lui sert au quotidien dans son sport. Est-ce que c'est un strap? Est-ce que c'est une crème? Est-ce que c'est... Parce que en fait, on a du mal à croire que tout ça a été monté toute pièce, dans la mesure où cet athlète, en fait, il s'en sert au quotidien et il va juste l'intégrer dans un contenu, mais rien n'a changé par rapport à son usage au quotidien. Ouais. Il y a une vidéo, il y a deux, trois activations qui se font maintenant. J'ai un souvenir du Bayern Munich, qui avait fait sponsoriser un concept par une marque de bière allemande. Et en fait, finalement, il y avait des shops, il y avait juste des shops, de la visibilité comme ça. Les mecs faisaient des petits défis, etc. Et ça a fait des millions de vues. Après, c'était les joueurs du Bayern, donc je pense que ça aide un petit peu. Aide. Mais voilà, et c'était super bien intégré. C'était pas violent en mode venez. De toute façon, je suppose que c'est réglementé, donc ils pouvaient pas. Mais c'était vraiment, vraiment bien intégré. J'ai l'impression que on se défait un petit peu de ce truc de se dire allez, on vient présenter nos trucs en story Insta alors qu'il n'y a aucun lien finalement avec ce que la LNH ou d'autres peuvent faire. Et maintenant, il y a quand même un peu plus de storytelling. En tout cas, les agences, les annonceurs, les ayants droit essayent d'imaginer des choses avec un peu plus d'histoire et de fond aussi, et de sens. Ouais. Ouais, et sur YouTube, c'est encore plus le cas. C'est là où tu as les plus grosses vidéos. Tu as des vidéos d'1h30 qui sont sponsorisées par des marques. Les marques, tu les vois pas toutes les 30 secondes. Tu les vois une fois où c'est bien amené. Et les seuls moments où c'est pas très bien amené, c'est genre les jeux mobiles, Red Shadow Legends, oui, où tu as encore des vidéos où tu as une minute où tu passes parce que tu t'en fiches. Et c'est pas la manière de faire, parce que les gens vont se braquer contre cette marque-là. Alors que si tu l'emmènes bien, Rhinoshield l'a très très bien fait à ses débuts. Ouais, avec des tests, des crash tests, des choses comme ça. Des vrais concepts. J'ai un concept de Pierre Cross où il faisait des paniers de basket avec des téléphones avec des coques Rhinoshield. C'est bien emmené. Ça va avec l'univers. C'est ça qui est important aussi, c'est d'aller avec l'univers du créateur. Si tu viens changer complètement l'univers du créateur, que tu as ton brief qui est déjà ficelé, tu lui donnes, tu dis tu fais cette vidéo-là. Déjà, les influenceurs ne seront pas d'accord, à moins qu'ils soient payés très cher pour aller faire une story. Mais faut rentrer dans l'univers, faut que ça soit le plus discret possible pour les viewers également. Et de cette manière-là, c'est là que tu vas avoir la campagne la plus impactante possible. Mais il y a un juste équilibre à trouver. Je suppose, si je me mets à la place de la marque, eux, ils vont dire moi, je veux de la visibilité, je veux de l'audience. Enfin, il veut tout, quoi. Il veut le plus longtemps possible. Mais en fait, il faut réussir à expliquer que, oui, on comprend, mais faut pas non plus que ça soit trop, parce que sinon, comme tu dis, ça risque de lasser et de perdre en puissance, et plutôt se faire l'effet inverse finalement, comme tu disais, un peu dégoûter les gens de la marque. C'est un jeu d'équilibriste à jouer entre la place que tu peux laisser à la marque, parce que c'est hyper important. Tu vas pas la mettre
dans un petit coin tout en bas et ne pas en parler du tout non plus, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un entre-deux entre ce qui va moins desservir un contenu et ce qui va le plus mettre en avant la marque de la meilleure des manières possibles. J'avais un exemple Toi, en tête. T'as peut-être ton rôle commercial et du coup là c'est là où c'est peut-être compliqué. Par rapport à ce que vous disiez, j'avais un exemple en tête et que je ressors fréquemment. On va reparler de tennis 2 minutes, mais le phénomène du joueur de tennis qui termine son match et qui s'empresse d'aller dans la poche de son sac pour enfiler sa montre Pour mettre de la montre, luxe, il a quand même fait son temps. Malgré tout, les marques continuent à s'en servir. Donc c'est qu'elles y trouvent peut-être un intérêt, ou en tout cas elles n'ont pas trouvé la solution miracle pour que ça fasse plus naturel. Et puis au final, on ne citera pas les marques, mais il y a une célèbre marque de montre qui a réussi à faire de l'un de ses modèles de luxe une marque à mi-chemin entre de la ville et du sport, et à la faire porter par Nadal pendant les matchs. Et là, pour moi, on est sur un pari réussi, parce que la montre, même en plus, elle est déclinée sous plusieurs coloris, elle vient se fondre dans la tenue du joueur. Ça reste une montre de luxe à des prix que aucun de nous 4 cumulés dans une vie, on pourrait s'acheter peut-être, sauf si t'es un milliardaire et je te connais pas, mais pas encore. Mais du coup, ça fait pas tâche et ça fait plutôt bien amené comparativement au j'enfile ma montre et je la mets devant la caméra. À quand des joueurs de LNH avec des roros au bras à chaque match Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Non, mais moi je lance un appel. C'est pas faute d'avoir déjà essayé. Alors j'ai peut-être pas eu le temps encore de faire tous les horlogers, toutes les marques de montres. Mais on a un sport qui s'adapte pas forcément à ce type de produit, si ce n'est quand même sur la partie chrono où on peut toujours faire quelque chose. Des chronométreurs, il y en a plein, mais à creuser. En parlant des communautés, de la communauté LNH, aujourd'hui, ça représente à peu près combien d'abonnés, combien de comptes touchés par mois ou par saison en moyenne, Mathis? Est-ce que tu lis nos rapports stats? On est presque à 700 000 abonnés, là, tout réseau confondu. Ok. Avec une petite avance toujours pour TikTok. Et Instagram qui monte bien derrière, et Facebook assez étonnamment. Qui reprend bien là. Qui suit bien. Alors que c'est personnellement en tout cas un réseau sur lesquels je mettais pas très très cher. Mais le fait est que quand on travaille sur les réseaux, on pense souvent aux jeunes. Sur Facebook, c'est pas forcément le cas. Tu penses les contenus différemment. Et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs, et c'est peut-être ça qui marche. On a pris un petit tournant en essayant de mettre d'autres contenus sur Facebook aussi pour aller chercher cette cible-là, et je pense que c'est ça qui marche. Enfin, c'est la logique que j'ai en tout cas. Après, on a Twitter, Twitch, YouTube, qui ont un peu moins d'abonnés, mais qui sont extrêmement importants également pour créer du contenu aussi qualitatif. Non pas que les contenus autres ne sont pas qualitatifs, mais... Merci. Alors, qualitatif, c'est pas le bon terme. C'est des contenus longs. Oui. Principalement sur YouTube et sur Twitch. Des contenus longs où on va pouvoir poster par exemple les insights qu'on fait à chaque Star Match. Bravo Patrick d'ailleurs. Bravo Patrick, si tu nous écoutes. J'ai l'impression d'être chez Michel Drucker. Des contenus qualitatifs dans le sens où on va montrer plus de choses aussi extra-sportives. Puis c'est des contenus propriétaires qui sont la propriété de la Ligue. Ce dont on parlait un peu tout à l'heure. Et c'est justement à l'occasion de ces Star Match qu'on fait une fois par mois qu'on va les mettre en avant, ces contenus-là. Enfin, pas qu'on va les mettre en avant, qu'on va les tourner déjà et après les mettre en avant. Donc c'est des contenus qui font forcément un peu moins de vues que sur les réseaux qui sont en pleine bourre comme TikTok et Instagram. Mais c'est des contenus qui sont aussi importants pour nous, pour l'image des clubs. Montrer comment un club vit, comment un club travaille. C'est important pour nous aussi de montrer un peu l'envers du décor. Et ces contenus inside, ils sont là pour ça. C'était pas du tout la question à la base, je sais pas pourquoi je suis tombé sur ça, mais... C'était les chiffres, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Et puis ça rejoint une autre question que je voulais te poser plus tard, donc écoute, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Parfait. Et du coup, 700 000 abonnés, comment est-ce que vous réussissez à monétiser ces 700 000 abonnés? Qu'est-ce que vous proposez aux marques? C'est quoi les budgets moyens, les paniers moyens pour afficher, si tu peux les donner? Ouais, bien sûr.
Après, évidemment, comme je le dis à chaque fois, au prospect, tout est modulable et on peut travailler sur mesure. C'est quand même la première notion à avoir, c'est de se plier aux enjeux du client. Tout en, je regarde Mathis d'un œil, tout en ne changeant pas la stratégie éditoriale quand même de la Ligue. L'idée, c'est pas demain de faire n'importe quoi. Pour répondre à ta question, on a des premiers packages qui sont accessibles à partir de 5 000 € hors taxe. D'accord. C'est assez cash, mais voilà. L'idée, c'est pas qu'on n'accepterait pas de bosser en dessous, c'est que forcément, ça nécessite un peu de temps, de la production, et que signer des devis en dessous, c'est quand même relativement compliqué, même si évidemment, on n'est pas fermé. Le minimum de temps de prise de parole qu'on recommande aux marques, c'est à minima 5 journées de championnat. D'accord. Ça nous envoie sur un timing de l'ordre de à peu près 1 mois et demi de prise de parole. En deçà, on estime que la marque n'aura pas le temps vraiment de s'installer sur nos réseaux parce qu'on va se parler de 1 ou 2 publications par semaine pendant 4-5 semaines. Le volume ne va pas permettre vraiment d'atteindre des objectifs ou de tirer des enseignements, en tout cas sur la réussite de certains postes, même si je me trompe peut-être. Et en termes de type de package, on les a constitués de la manière suivante. C'était pour répondre à divers enjeux en fait, de marque. Donc on va avoir par exemple une grosse catégorie de package qui est préemptée en partie actuellement par l'un de nos partenaires, par Amos, qui est l'élection du joueur du mois. Et donc là, on a vraiment un enjeu d'acquisition d'opt-in et de mail. Ouais, parce que pour voter, les gens rentrent leur adresse mail. Exactement. Ok, très bien. RGPD, je tiens quand même à le signaler. Oui. On demande toujours évidemment à la fin des questionnaires s'ils sont d'accord pour recevoir les communications de nos partenaires. Et donc ça répond vraiment à un enjeu d'acquisition et de pouvoir derrière réutiliser ces bases de données à des fins plutôt promotionnelles ou commerciales. On va avoir une deuxième grosse catégorie de package qui concerne la vidéo. Donc là, c'est vraiment faire du reach. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas spécialiste du métier, mais voilà, faire du reach, aller chercher un maximum plutôt de la visibilité de l'image. Ouais. La répétition des formats vidéo via, par exemple, les meilleurs extraits de match de la journée de championnat, du top but ou du top arrêt de gardien. Et puis une troisième catégorie de package qui concerne davantage les statistiques. Tous les types de statistiques qu'on peut sortir sur le meilleur pourcentage d'arrêt ou le nombre de buts qu'un joueur a pu inscrire sur un match, et qui sont derrière là relayés cette fois en contenu sur le site internet. Via pour le chronométreur, là, c'est le bon deal. Là. Ouais, complètement. Sur des articles où notamment, tu fais bien de le dire, sur la page statistique de l'application lnh.fr sur lequel il y a l'affichage des scores en temps réel, des résultats. Et donc là, la marque aussi peut venir s'afficher et prendre la parole sur... Donc voilà, trois catégories, je dirais, de contenus différents, mais qui viennent vraiment chercher des objectifs et des enjeux variés. Pourquoi je suis un annonceur ? Pourquoi la LNH est un bon deal pour moi et pourquoi je devrais m'associer à la LNH sur les réseaux sociaux ? Non pas parce que c'est géré par Jumpstart Studio. Ouais. Ils connaissent pas Jumpstart Studio. Parce que déjà, je dirais de manière éditoriale, dans un premier temps, les contenus sont plutôt sympas à regarder. Mathis disait tout à l'heure qu'on utilise pas mal d'images de match dans nos contenus. Et donc, on attire forcément par ce type d'images qui sont parfois insolites, extraordinaires. On attire l'œil des followers et on les incite peut-être plus facilement avec ce type de contenu à rester sur la vidéo. Donc ça, je dirais que y a rien de mieux que le sport pour attirer justement une communauté de fans. La deuxième chose aussi, c'est que on a la chance et la particularité, qui n'est pas unique, mais qui existe quand même dans le sport, de pouvoir toucher une audience qui est différente sur les réseaux sociaux que celle qu'on va toucher dans les salles. Nous, par exemple, dans le handball, on a nous, à la LNH, des statistiques assez frappantes, par exemple, sur le type d'audience qu'on peut retrouver dans les salles, qui est une audience plutôt familiale, CSP+, trentenaire, voire quarantenaire. Et on va, grâce aux réseaux sociaux, aller toucher une audience qui est différente, qui est plus jeune, qui est plus connectée. Et donc, du coup, c'est cette complémentarité
Et là, du coup, j'invite les marques à associer différents types, différents piliers dans les partenariats pour pouvoir aller toucher une typologie de public dans les salles, mais également sur les réseaux sociaux et encore dans une moindre mesure dans les espaces hospitalité pour pouvoir faire du business et inviter des clients, des prospects. Et on a là, du coup, une offre qui est très homogène et qui vient répondre à pas mal d'enjeux d'une marque ou d'une entreprise qui souhaiterait se développer en France. Tu m'as convaincu, Okay. mais j'achète pas. Le speech est travaillé. Il est répété, c'est pour ça. C'est la répétition qui fait que... Qu'est-ce qu'il en est? Donc, tu as commencé tu nous as spoilé, tu as commencé à nous parler des insides. On a parlé tout à l'heure de création de contenu propriétaire. Aujourd'hui, qu'en est-il de la création de contenu dans votre stratégie? Qu'est-ce que vous produisez? À quel moment? Sur quel réseau? Quelle fréquence? Pas obligé de rentrer en détail de tous les contenus, mais on publie, nous, beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un peu plus? Ouais, je vais essayer de faire par petite famille de contenus. On a tous les contenus qui sont purement sportifs, images de match, etc., qu'on va aller publier, soit en résumé sur YouTube, par exemple, en images, en Reels ou en TikTok, sur Insta et TikTok, du coup. Ou même sur Twitter et Facebook maintenant. On a des contenus aussi un peu plus magazine, comme le débrief qu'on va faire après toutes les journées de championnat, sur tous les mardis. On va revenir via Gabriel, qui s'occupe également de notre Twitch, qui est encore un autre type de contenu, mais sur la journée de championnat passée de Pro League et de Ligue Star League. On a les fameux contenus autour des Star Match, où on va aller mettre... peut-être que j'explique ce que c'est les Star Match, d'ailleurs, à un moment donné, ça fait plusieurs fois que j'en parle. En gros, les Star Match, c'est... on va mettre en avant, une fois par mois, un match. C'est pas forcément le match sportivement le plus attendu, c'est on essaye de raconter des histoires. Le dernier qu'on a fait, c'était à Dunkerque pour le carnaval. Pour le jeté de sardines? Le jeté de sardines. De hareng. Ah, de hareng, pardon. Attention. Il y en a un qui va pas être content. Là. Non, je suis pas dunkerquois. Ah oui, c'est vrai que t'es de Lens, toi. T'es pas loin. Non, je suis pas de Lens. Je suis fan de Lens. D'accord. Et tu es de... Je suis du Touquet sur la côte, au bord de la mer. Mais oui, fan de Lens quand même. Ok. Bon, t'as coupé du coup. Star Match. Oui, les Star Match, donc on met un match en avant par mois et du coup on se déplace, on met des moyens plus poussés sur ces matchs-là. On va aller faire des interviews, on va aller créer des contenus propriétaires, comme tu l'as dit, comme l'inside, comme le brief qu'on fait en plus pour ce match-là. On va briefer les gens sur ce qui est important de voir avant ce match. Pourquoi voir ce match? Qu'est-ce que ce match a de particulier? En dehors de l'aspect sportif, mais on parle évidemment toujours de l'aspect sportif. L'idée, c'est pas non plus de décorréler totalement tout. L'inside est un peu décorrélé de l'aspect sportif parce que on s'attarde sur... je parle beaucoup de l'inside. C'est quelque chose qui me tient à cœur. On veut que ce contenu-là il puisse être utilisé par les clubs après pour montrer leur ADN. On veut que ce contenu-là il transpire le club et du coup on s'attarde un peu moins sur l'aspect sportif par rapport à tous les autres contenus qu'on peut faire qui évidemment on est une ligue de hand, on va parler de hand mais c'est pas, enfin ça intéresse beaucoup les gens mais c'est pas la seule chose sur laquelle ils sont intéressés quand on parle de hand, c'est tout ce qu'il y a autour et nous ce qu'on voudrait c'est aussi créer ce propre ADN du supporter de hand, ce que le rugby a très bien réussi à faire. Ce qui nous manque encore pour moi un tout petit peu, on n'est pas tout de suite visible en tant que hand et en tant que... Quand on pense au hand, on n'a pas un ADN particulier en tête comme on peut l'avoir pour le rugby ou pour le foot, mais pour le foot c'est plutôt négatif pour le coup quand on parle de l'ADN du foot. Je suis pas sûr qu'on l'ait encore aujourd'hui pour le hand, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Top but, top arrêt aussi, 2-3 stats, on en a parlé, de commercialiser. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Et ce qui est agréable, c'est que c'est en constante évolution. Il y a des nouveaux outils qui voient le jour, qui nous offrent, à nous qui travaillons au quotidien, de plus en plus de données à utiliser ou pas. Derrière, on a du libre arbitre. Les mais stats qui sortent sont hyper cool, que ce soit pour la communication ou pour les
pour les suiveurs du handball ou pour les coachs. Et nous, on essaye d'en faire bon usage sur les réseaux, de mettre en avant le plus possible et de démocratiser un peu ce qu'est le hand aussi par les chiffres, ce qui est toujours important. Pourquoi une organisation sportive doit quasiment tout miser sur les réseaux sociaux et y consacrer une grande partie de son budget communication aujourd'hui? Tout miser, je sais pas. C'est très important, évidemment. Moi, je vais pas dire le contraire. Et pourquoi ? Parce que, en vrai, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, ce lien que tu peux avoir avec ta communauté sur les réseaux sociaux, elle est très très importante. Tu n'auras pas ce lien-là quand tu fais une pub radio ou une pub TV pour moi. Créer du lien avec ta communauté et qui est un peu ce dialogue qui s'installe entre la communauté et la marque, c'est quelque chose qui est hyper important. Quand tu es une ligue, encore plus quand tu es un club et que tu as des vrais fans de ce club-là, tu as moins des fans de LNH que des fans du PSG, de Nantes, de Dunkerque, de tous les clubs. Nous, notre but, c'est aussi de mettre en avant ces clubs-là, de par notre présence sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est pour ça, c'est vraiment la principale raison, c'est d'être proche de sa communauté au maximum. Tu parles de proches aujourd'hui, on en parlait un peu au début, les réseaux sociaux, c'est l'endroit où les gens vont s'informer quand même. C'est aussi, où les jeunes plutôt, devrais-je dire, vont s'informer le plus. Donc c'est aussi pour ça qu'il est important d'y avoir une activité importante et de faire des contenus. C'est comme ça qu'on se démarque. Et c'est aussi une manière pour une ligue ou pour même un club de pouvoir faire des millions de vues avec un budget quand même. Alors après, il y a une part de hasard aussi, une part de chance forcément. Mais malgré tout, tu vas pas devoir mettre... pour mettre par exemple à la télé, pour faire 1 million de vues, je ne sais pas combien tu dois mettre, mais le budget il est immense. Alors que sur les réseaux sociaux, tout le monde a sa chance. Nous, on a eu fait des TikTok à 20 millions, je crois, 28 millions ou des trucs comme ça. Je ne sais pas combien ça coûte à la télé de 28 millions. Et le TikTok en question, c'était moi avec mon téléphone qui filmait la main d'un joueur devant lui, quoi. Donc, je pense aussi que, pour reprendre ta question, sur pourquoi un club ou une organisation sportive doit miser sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour s'adresser, je pense, à une base de novices qui ne sont jamais venus dans une salle de hand, par exemple. Forcément, on a le fan du club d'origine ou le pratiquant de handball, le licencié, qui lui, forcément, va être attiré par le club professionnel le plus proche de chez lui, et va forcément, dans sa jeunesse, se renseigner dessus, peut-être avoir envie d'aller voir un premier match. Et puis pour tous les autres qui sont plutôt ultra connectés, mais qui ne connaissaient pas, c'est une bonne manière de faire découvrir un produit, je pense, même si c'est par écran interposé. Quand on commence à voir des images un peu cool d'un match... des images insolites, un peu des scénarios de match incroyables, ça donne peut-être envie à un jeune de se dire qu'il va aller le voir en vrai. Et donc c'est un bon moyen aussi de faire tester son produit. De toute façon, pour moi, tu as différents types de contenus. Tu as les contenus un peu où tu veux aller justement chercher du reach, de l'impression, aller chercher ce type de novices qui vont faire peut-être beaucoup de vues. Alors il y a toujours une part un peu de hasard et de chance aussi. Et après, tu as d'autres types de contenus. Typiquement les inside. On sait que quand on va les faire, ça va faire moins de vues qu'une superbe roucoulette ou qu'un super Shabala. Mais tout pour autant, ça reste des contenus de conversion. Et c'est comme ça que derrière, tu montes l'envers du décor et tu donnes encore plus envie aux gens de venir dans les salles. Alors qu'avec juste le truc d'une action, on va dire tu vas juste éveiller un peu la curiosité. Ouais. Et après, avec ces contenus de conversion où tu vas montrer un peu plus comment ça se passe et tu vas apporter un peu plus de valeur, tu vas pouvoir réussir à donner encore plus envie. Et là, on va dire ce qu'ils appuient sur le bouton, acheter le billet, quoi, en gros. Dans l'idée, tu vas chercher des gens avec les contenus qui sont un peu waouh. C'est comme ça qu'ils vont découvrir ton compte et tu les fais rester, tu les fais s'abonner avec tous les contenus qu'il peut y avoir autour aussi. Surtout qu'on a la chance d'avoir des joueurs assez accessibles, ce qui est l'un des atouts dans le handball. Et donc, je me dis vraiment que pour un gamin, se dire qu'il va pouvoir rencontrer le capitaine ou le meilleur joueur de son club dès le premier soir, il va se rendre dans la salle et potentiellement lui taper dans la main au bord du terrain.
il peut se passer un bon paquet de matchs dans le foot, par exemple, pour que ce type de... Le rugby a pas mal ça aussi. On est relativement proche d'eux aussi en termes de valeur et de proximité, d'accessibilité des joueurs. Mais c'est vrai que dans le hand, c'est ce qui frappe aussi. Par exemple, moi qui n'étais jamais allé voir un match avant d'arriver ici, ça m'a tout de suite frappé de voir cette proximité. Karabatic, c'était pas trop prévu dans la trame, mais c'est quand même la grosse star du hand français, de manière générale, pas que de la LNH, puisqu'il est à Paris. Comment on se prépare à l'après ? Est-ce que vous pensez que sa retraite sportive peut avoir un impact sur à la fois les stats sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'attractivité du championnat de manière générale ? Je vais répondre peut-être sur l'attractivité, je te laisserai prendre le relais sur la partie réseau. C'est sûr que c'est une tête d'affiche exceptionnelle, déjà de par son palmarès et aussi, je pense, le comportement qu'il est capable d'adopter sur les terrains. En dehors, on sait qu'il investit aussi toujours dans des projets ou dans des entreprises de sens, etc. Donc c'est forcément une grosse perte pour la discipline. Maintenant, deux choses, je le connais pas personnellement, mais j'espère qu'il va rester connecté au milieu quand même. Je pense que c'est un passionné, donc à mon avis il va continuer à suivre de ça de près, et donc on va pouvoir quand même toujours continuer à le croiser sur les gros événements. Et la deuxième chose, je sais plus où je voulais en venir sur la deuxième. J'avais la première qui m'était restée en tête. Non, c'est tout. L'attractivité, Karabatic. Ouais, mais ça me revient. Qui va rester dans le hand. Ouais, il va rester dans le hand, mais écoute. Bon, c'est que ça devait pas être très important. Je peux enchaîner sur le réseau. Vas-y. Merci. Je pense que les réseaux aujourd'hui sont faits d'une telle manière que ça va pas avoir un impact sur les chiffres. Ouais. T'as des contenus de comptes que tu suis pas qui viennent sur ton feed, que tu connaisses ou non Karabatic, ou que tu connaisses ou non surtout un autre joueur qui arrive derrière. C'est pas ça qui va te faire péter ton contenu. Alors évidemment, les contenus avec Karabatic marchent mieux parce que les gens le connaissent. Mais les contenus un peu spectaculaires marcheront de la même manière, et ça reste un cycle, tu vois. Ouais, puis il y a plein de stars qui pointent le bout de leur nez. Oui. Randy, là, ça y est, il a commencé à... C'était ça mon deuxième point. Ouais. Il a commencé à marquer un peu l'histoire là avec son coup franc. Et du coup, voilà, il y a quelques autres personnalités qui pointent le bout de leur nez et qui vont certainement... Enfin, c'est cyclique, comme tu l'as dit. Le sport, c'est un cycle. Au foot, par exemple, on avait Messi, Ronaldo, on s'est dit jamais on les remplacera. On les remplacera sûrement jamais, mais t'as Messi, Haaland. Mbappé, Haaland. Peut-être qu'on remplacera pas Messi, du coup. Ouais. Je veux dire. Et là, c'est pareil, on n'aura pas de nouveaux Karabatic, mais on aura d'autres personnalités. C'est comme au tennis, les Federer, les Nadal, les Djoko, là, ils arrivent en fin de carrière. Bon, on verra bien, mais il y aura forcément un moment donné ou un autre. Alors après, est-ce qu'ils auront le même palmarès ? Ça, c'est un autre sujet, mais il y aura forcément un moment donné ou un autre d'autres têtes d'affiche qui vont pointer le bout de leur nez. Et puis qui s'exprimeront peut-être d'une autre manière. Là, tu parlais de tennis avec les trois monstres. J'ai un doute sur, en termes de palmarès, est-ce qu'on arrivera à atteindre ces standards-là. Mais par contre, sur la deuxième idée que je voulais donner tout à l'heure, c'était que oui, il s'en va, mais du coup, c'est aussi une opportunité pour les jeunes profils d'émerger davantage. Peut-être que certains d'entre eux, notamment les internationaux, se cachaient ou n'osaient pas vraiment sortir, s'exprimer, parce qu'ils étaient toujours un peu aussi dans l'ombre du monstre un peu médiatique que représente Karabatic dans la discipline, et que maintenant on va entendre davantage parler d'eux et on va apprendre à les découvrir, surtout parce que je pense que le grand public les connaît pas encore assez. Les gars, et juste vas-y. Après, c'est aussi une question de génération. Mon père n'a pas été autant marqué que Messi, Ronaldo par mois, tu vois. Ouais. Et ça sera la même chose. Mon fils ou ma fille ne sera pas autant marqué par Karabatic que moi je l'ai été. Il sera beaucoup plus marqué par un autre joueur ou par une autre joueuse que moi je vais l'être. Donc les générations vont vivre aussi avec leur temps. Nous, on va rester accrochés à Karabatic. La nouvelle génération va moins le faire. Et ce qui fait que sur les réseaux, en tout cas, les gens vont s'attacher à d'autres personnes. Super. Les gars, dernière question. 3 conseils que vous pouvez donner à un responsable com pour toi dans le sport sur les sujets social media et création de contenu. Et
3 conseils que tu pourrais donner à une personne qui a le même poste que toi dans une autre ligue ou chez une agence, sans dévoiler de secret, hein, mais tu vois, des conseils un peu commerciaux, tu vois, comment bien vendre son sport. Alors là, j'ai pas du tout... Les conseillers ne sont pas les payeurs. Ouais, mais là, la question est trop compliquée. J'ai pas du tout le... C'est quoi qui... Je sais pas. Je pense pas avoir, et d'ailleurs je défie quiconque d'avoir la posture de pouvoir donner des conseils à d'autres, et je pense qu'il y a énormément de gens qui font bien leur boulot, donc j'irai pas jusque là. Par contre, donner des conseils, ou en tout cas des recommandations à des responsables marketing de groupe ou d'entreprise de rejoindre le sport, ça je pense que c'est une belle aventure déjà humaine et qui suscite et génère beaucoup d'émotions dans les entreprises, mais on s'en rend compte avec les partenaires qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'au début, on arrive forcément avec un brief et des enjeux qui sont très portés sur le développement de l'entreprise et son business et tous les défis qu'elle doit relever. Et en fait, on se rend vite compte aussi qu'en interne, les collaborateurs, ils s'investissent vraiment aussi dans le partenariat. C'est quand même toujours sympa quand on parle de sport. Il y a un côté aussi... très, très sympathique pour les collaborateurs. Donc ça, c'est un vrai premier point. Et puis le deuxième, ce serait de dire que à ceux qui n'ont pas encore essayé le sponsoring sportif et qui se laissent tenter là, au gré des gros événements sportifs qui arrivent, comme les JO, comme les Coupes du Monde ou les Euros de foot, par exemple. Aussi, dans un petit moment. Mais... c'est qu'il y a plein de belles choses à venir chercher. Faut pas oublier que le fan de sport... même si il n'est pas la cible prioritaire d'une marque, il reste un individu en tant que tel qui consomme comme toute personne, et que donc il y a des belles opportunités en tout cas d'aller lui parler, d'aller lui adresser des messages, et par l'émotion que suscite le sport, peut-être d'aller beaucoup plus vite dans le process que par tout autre type de format de publicité qu'on peut voir en télévision ou au bord de la route, par exemple. Super. Du coup, toi, Mathis, pour les responsables com dans le sport, ou que sais-je, est-ce que tu as quelques conseils que tu peux donner parce que le sport est un milieu qui attire beaucoup de monde, donc... Moi non plus, j'ai pas la science infuse, donc je vais Personne pas... ne l'a. Non, mais je peux donner des conseils aux étudiants qui pourraient regarder ce podcast. Des conseils qui m'ont été donnés au fil de ma petite carrière pour l'instant. Mais sur les réseaux sociaux, pour moi, il y a 2 choses principales. La première, c'est essayer de sortir des codes, essayer d'aller trouver sa propre identité sur les réseaux. Et l'autre, qui est un peu antinomique à ça, c'est de rester connecté, de suivre au maximum ce qui se fait, et de s'en inspirer, mais en le faisant différemment. De toute façon, tout se fait. On a un sujet de podcast justement, ça s'appelait « Faut-il copier pour être bon ?» Et je crois que la morale de l'histoire, c'était finalement, vu que tout le monde crée sur les réseaux sociaux, peu importe l'idée que tu vas avoir, il y a de grandes chances qu'elle ait déjà été faite, même par un gars au fin fond de je ne sais où, parce que finalement, c'est plus de l'inspiration que tu as qu'une idée comme ça qui sort c'est très rare une idée qui sort de nulle part. Et tu peux en avoir, mais c'est pour ça qu'il faut toujours quand même garder cet esprit frais et cet esprit nouveau. Garder du plaisir quand tu travailles dans la com et quand tu travailles sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. L'idée des réseaux sociaux, quand tu es une ligue de sport et quand tu travailles dans le sport en général, pour moi, c'est de donner du plaisir aux gens. Des émotions, il en parlait aussi. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec la pub à la base. Et j'ai beaucoup de mes potes qui sont pubards. Et moi, je me console dans la com en me disant que je donne du plaisir aux gens via le sport. Et c'est pour ça que je veux travailler dans la que je travaille et que j'ai toujours voulu travailler dans la communication sportive. Et ce plaisir que tu donnes aux gens, il faut que tu l'aies aussi pour pouvoir le donner aux gens. Donc c'est peut-être le 3e conseil que je donnerais. Même si c'est très cucu de dire ça, c'est de toujours garder un peu cet œil d'enfant quand tu fais des contenus sur du hand, sur du sport en général. Et après, quand tu es hors du sport, si tu as quelque chose qui te passionne, c'est la même chose. À partir du moment où tu as un truc qui est passionnant et qui te passionne toi, tu gardes ce plaisir et le reste viendra assez naturellement pour moi. Tu parlais d'identité. Moi, si je peux me permettre, un dernier conseil, c'est aussi, quand on est sur les réseaux, ne pas se prendre trop au sérieux de manière générale. Bien sûr. Même dans la vie. Hein. Ouais, même dans la vie, c'est vrai. Mais je vois
certaines ligues ou certaines marques qui ont une ligne édito vraiment très très carrée, très très sérieuse. Et à part d'avoir la puissance médiatique d'une marque de luxe dont on parlait tout à l'heure, ou d'un Lacoste ou que sais-je, ça va être compliqué d'émerger si tu n'as pas ce petit grain de folie quoi, qui crée un lien assez fort avec ton audience, Burger King, Winamax ou plein d'autres. Les produits longs, laitiers, pour moi, c'est les produits laitiers, exactement. Le meilleur exemple. Ils sont allés totalement à l'écart de ce que ça représente, les produits laitiers. Et c'est un des comptes qui est le plus suivi sur X aujourd'hui en France. Et oui, comme tu dis, c'est parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux. L'idée des réseaux sociaux, c'est pas de faire de la télé, c'est pas de faire de la pub. C'est d'être qui on est à travers un compte. Tu vois, c'est pas de jouer un rôle non plus totalement différent de ce qu'on est. Les gars, il me semble qu'on a fait le tour de tous les sujets que je m'étais notés. Merci beaucoup à tous les deux pour votre accueil ici dans les locaux provisoires de la Ligue nationale de handball. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, un vrai plaisir d'être avec vous, d'avoir eu cette discussion. J'espère que vous avez passé un bon moment. Carrément, plaisir. Merci pour votre confiance d'ailleurs aussi, au passage, pour Jumpstart. Carrément. Merci Jordan, c'était un moment très sympa. On se voit bientôt, peut-être pas en juin, j'aurai peut-être d'autres choses à faire en juin, mais on se voit en septembre pour le trophée des champions dans tous les cas. Carrément, on fait ça. Ça sera une belle fête d'ailleurs, j'en profite pour déjà en parler en 2 mots. Petite promo. Allez, vas-y, c'est moment promo. Allez, moment promo, vas-y. Non, ça va être une vraie belle fête du handball. Je pense que c'est un peu une première sur ce format, puisque on va organiser 3 événements en un. D'accord. Qui habituellement s'organisait à 3 dates différentes. Et là, on va compiler ça sur tout un week-end où il y aura des joueurs professionnels, des belles surprises dans le cadre des 20 ans de la LNH aussi. Il y aura la soirée des trophées LNH, il y aura le Média Day en même temps. Donc, on va pouvoir aussi convier tous les partenaires et les capitaines de club. Donc, on a là un super événement, en plus dans un endroit qui parle quand même pas mal aux Français. Le parc Futuroscope, l'Arena Futuroscope. C'était déjà là-bas il y a 2 ans et franchement la salle, elle est vraiment qualitative. Ouais, l'outil est super bien, donc on va pouvoir faire un bel événement de match du Trophée des Champions qui est quand même à la base l'événement phare du week-end et sur lequel on va venir y associer 2 autres de nos événements sur des formats un peu différenciants par rapport à d'habitude. Il est possible que, sans trop teaser, mais il est possible que le grand public ait une place un peu plus importante aussi que d'habitude sur nos événements qui étaient peut-être habituellement un petit peu plus confidentiels ou réservés aux joueurs et aux officiels de la Ligue. Donc, si vous êtes de passage vers Poitiers avant de reprendre l'école fin août, passez faire un tour le 31 août et le 1er septembre aux alentours du Futuroscope. Il devrait y avoir un peu de handball et un peu de joie de vivre. C'est bien noté. Je me mets cette date sur le calendrier. Si vous voulez suivre la LNH, ça se passe sur tous les réseaux sociaux possibles. Souvent c'est @LNH officiel. Tout à fait. Ouais. Sauf sur TikTok. LNH _handball. LNH _handball, tout à fait. Pierre Dachicourt sur LinkedIn, Mathis Lambert sur LinkedIn aussi, si jamais. Moi, je ne vais pas aller donner mes autres réseaux, je pense. Si on veut être en contact. Non, mais voilà, juste professionnellement, si on veut vous contacter, si on a des questions suite à ce podcast. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci puis aussi. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Salut, ciao.